On reste un moment en Algérie où, nous le disions, les étudiants sont encore mobilisés contre ce qu'ils appellent la ruse de Bouteflika. Et nous évoquions donc le rôle de l'armée. Francisco, on observe véritablement comme du lait sur du feu le comportement de l'armée algérienne. Oui, sinon l'armée qui s'est dit partager l'aspiration du peuple, on ne sait pas si ça rentre toujours dans la stratégie du clan Bouteflika, sinon du système. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les Algériens, ils ont compris que en fait, ce n'est pas Bouteflika, mais c'est tout un système. Ce que les Togolais, eux, n'ont jamais compris, quand bien même Daoukou Péril avait bien dit que le RPT, c'est un système. Donc, eux, ils disent départ du système Bouteflika. Donc, Bouteflika a trouvé la chimie de reporter les élections, ce qui veut s'apparenter au cas de la RDC où Joseph Kabila finit par pousser la barbe blanche avec les prolongations. Et donc, c'est ce qui est en train de guetter l'Algérie. Et maintenant, il faut saluer vraiment ces jeunes, ces étudiants qui ne sont pas ceux de nos pays, comme le Togo, où on ne sent pas que l'université vit et fait des actions. Ici, les étudiants sont sortis massivement. D'abord, ils étaient sortis pour protester contre choses. Il y avait un calendrier où on repoussait les vacances. Et en fait, ils étaient sortis pour protester contre le prolongement des vacances. Et voilà l'affaire Bouteflika qui rentre dedans. Donc, c'est une société dynamique et qui a su vraiment se réguler compte tenu de la situation qui prévalait. Et nous sommes de cœur avec eux parce que Bouteflika ne peut plus, disons, dans cet état, dire qu'il est gouverneur de l'Algérie. Maintenant, quand je vois, bien sûr, que nous disons que c'est une stratégie de repousser, mais j'ai écouté hier le premier ministre et ses déclarations sur RFI avec Christophe Boisbouvier. J'ai vu qu'en fait c'est le plus long que j'ai suivi ces derniers temps, mais qui ne mâchait pas. Ses mots, il était prompt et puis ses réponses étaient directes. On sent quand même une ouverture. Nul n'est sans savoir que, n'est-ce pas, au sein du camp Bouteflika, il y a des rivalités qui se créent, ce qui risque peut-être, parce que à écouter ce monsieur parler, bon, moi je veux le prendre au mot, même si c'est politique, je le prends au mot, et qu'il peut faire quelque chose. Je me dis que peut-être c'est la classe rénovateur, n'est-ce pas, au sein du parti conservateur qui a migré, parce que ceux-là qui sont devant, c'est-à-dire le vice-premier ministre, le ministre de l'administration territoriale, sont des gens qui sont, n'est-ce pas, bien perçus et par le peuple, qui ont quand même une certaine ouverture. Donc, on risque peut-être de déboucher sur le cas de l'Angola, où le président en partant a choisi dans son camp pas celui qui l'aimait beaucoup et pour le succéder. Et ça donne les fruits aujourd'hui. Personne ne parle plus de l'Angola. On dirait que tout va mieux de là. Alors, Basile, en tout cas, l'armée qui s'est dit solidaire du peuple, je rappelle, le chef d'état-major a dit le peuple et l'armée partagent les mêmes aspirations. Ça va être quand même difficile pour cette armée de revenir mater. Oui, tout à fait. Parce que à l'heure actuelle, on a une image d'une armée qui fait comme si elle tend la main à la population. Et il y a un double risque là-bas. Parce que elle tend la main à la population, mais elle n'est pas tellement contre le système Bouteflika. Vous savez, le système Bouteflika, c'est un système vieux, enraciné en Algérie depuis de vieilles années et qui a des ramifications solides. Tout à l'heure, le collègue est en train de parler de quelques ministres qui se seraient montrés et qui témoigneraient. Je dis non. La réalité du pouvoir algérien est encore au fond. Ceux qu'on voit en superficie, je ne crois pas que ce sont eux qui tiennent vraiment le pouvoir Bouteflika. Et donc, l'armée, au jour d'aujourd'hui, moi je dis, est-ce que ce n'est pas encore une ruse quelque part pour d'abord attirer dans son camp les populations qui sont en train donc de s'égosiller et leur dire, bon, nous avons
vos intentions avec nous, nous allons vous aider, mais bon, restons calmes pour la sérénité du pays, parce qu'on ne veut pas créer des problèmes, et acceptons. Tout est encore possible que Bouteflika revienne à travers donc ce geste-là que l'armée est en train de faire. Est-ce que les ruses sont seulement du côté de Bouteflika, ou bien la ruse est également du côté de cette armée-là? Moi, je ne veux pas donner carte blanche à cette armée-là. Alors, en tout cas, Credo, on se rappelle du cas tunisien où le président était malade et c'est l'armée et son premier ministre qui l'ont déchargé de ses fonctions. Et le Premier ministre a pris les rênes du pays. Je veux parler de Ben Ali. Est-ce qu'on peut voir l'armée algérienne aujourd'hui se dire, bon, de toute façon, Bouteflika, on le sait, il est diminué, on prend les rênes? Non, si l'armée algérienne devrait le faire, donc ça aurait été plus longtemps. Donc l'armée algérienne n'est pas dans cette logique-là. Et vous, je reviens sur cette audience-là de Bouteflika avec le chef d'état-major de l'armée. C'est au lendemain même de cette audience-là qu'on a vu une certaine ruse partagée par les plus hauts gradés de l'armée, demandant à leurs éléments de marcher, de former une colonne, mais une colonne muette, parce qu'ils ne devraient pas montrer un certain assentiment vis-à-vis de ces jeunes, de ces populations qui les acclamaient. Si réellement c'était intentionnel, ça venait du cœur, qu'ils ont posé ce acte-là pour dire « Nous ne sommes plus là sur le terrain pour vous gazer, nous partageons vos aspirations », même on aurait vu des gens qui auraient le sourire aux lèvres, mais qui accorderaient juste quelques temps à ces manifestants-là qui les applaudissaient. Mais c'était des gens, donc on dirait qu'ils étaient pressés en formant la colonne de rentrer au camp pour recevoir d'autres instructions. Donc c'est là où je dis, la ruse de Bouteflika, est-ce que cette ruse-là ne serait pas partagée dans une certaine mesure par cette armée, tout en rejoignant M. Basile Agbo dans son développement, et dire également que cette armée n'a pas le courage là de l'armée tunisienne. Tout simplement parce que cette armée participe même à l'enracinement, disons à la prise en otage de la politique algérienne en maintenant, c'est l'armée qui a maintenu, qui continue de maintenir Bouteflika. Parce que on n'attendrait même pas l'approche de ces élections si l'armée voulait réellement dire à M. Bouteflika que non, vous avez violé les principes de la Constitution autant de fois, restez de côté, redistribuons la carte politique du pays. Donc l'armée n'est pas dans cette logique-là. Donc c'est là où je dis, le peuple algérien ne devrait pas de sitôt bien continuer toujours par acclamer cette armée-là, parce que ce qui peut advenir aussi, donc je suppose, c'est une réflexion. Du moment où M. Bouteflika dit je renonce au cinquième mandat, le peuple algérien a applaudi le temps d'une après-midi. Et le lendemain, ils se sont revenus pour dire « Ah, est-ce que ce n'est pas une ruse ?» là. Donc là, M. Bouteflika voulait tirer un peu sur la corde. Maintenant, s'ils sont revenus pour dire que à travers cette jeunesse estudiantine qui serait également instrumentalisée par les hommes politiques, parce que la sortie des étudiants n'avait pas cette vocation politique-là. Donc on ne peut pas prendre les étudiants algériens aujourd'hui comme un modèle et autres là, parce qu'ils étaient partis pour une revendication bien précise. Mais ils ont été moulus, ils ont été soutenus par cette société civile qui leur a dit il faut que vous jouez, il faut que vous participez à la note musicale politique de l'heure. Donc eux aussi, dans l'euphorie, ils sont allés sur le terrain politique. Et ça peut être un couteau à double tranchant pour cette jeunesse estudiantine-là. Donc là, est-ce qu'ils laissent leurs propres revendications sur l'autel des revendications politiques? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Mais on ne peut pas non plus les culpabiliser de s'être prononcés sur la chose politique. Maintenant, après, disons, toute cette comédie politique qui est organisée, quel serait le sort du peuple algérien aujourd'hui? Monsieur Bouteflika est toujours là. Le gars n'arrive même pas à parler jusqu'à ce que vous puissiez dire que vous allez commenter ses propos. Donc vous ne savez pas ce qu'il a derrière la tête. Est-ce que le fait de renoncer à son intention de mandat, est-ce que ça vient de lui, ou bien c'est quelqu'un qui a encore, ou bien c'est un contre-système dans un système qui a jeté, disons, l'hameçon pour voir si ça va prendre ou pas. Donc ça peut être une stratégie. Donc il revient aux politiques
algérien de s'asseoir et de mettre l'intérêt supérieur du peuple devant. Mais oui. Credo, ça, et soyons, vous ne pouvez pas mettre au monde des enfants qui ont eu le BPC, le bac ou bac 1, c'est ici le bac, tout ça, ils rentrent à l'université et que vous allez dire qu'ils sont demeurés ou bien qu'ils sont instrumentalisés par des gens. Non, ça, il faut qu'on... Je parlais d'une hypothèse, je n'ai pas fait une affirmation. Moi, je dis, la première des revendications, c'est vous-même qui l'avez dit, monsieur Napo. La première des revendications de ces étudiants, c'était avec des élans corporatistes qui concernent leur mieux vivre et autres là. Mais est-ce que vous pouvez nous dire que le champ de l'université, c'est l'embryon de la politique? Non, mais est-ce qu'on peut avoir cette assertion totale? Attendez, ça commence. Non. Ça commence là. Ça commence là. Oui, attendez. Là où le c'est que vous êtes parti jusqu'à faire une comparaison avec la jeunesse estudiantine togolaise autre là. Oui, mais justement, la jeunesse estudiantine, chaque pays avec sa jeunesse estudiantine, avec sa particularité. Je ne dénie pas. Non, je ne dénie pas le rôle que joue cette jeunesse estudiantine, mais je dis, au-delà de leur revendication, il ne faudrait pas que les gens les manipulent. D'accord. Oui, vous n'allez pas me dire que même les femmes qui sont sorties, les avocats et autres, ils non, je n'ai pas parlé de ça, c'est moi qui ai évoqué le rôle des magistrats. Si vous parlez de la jeunesse, c'est parce que ça fait beaucoup de mal à notre jeunesse au Togo. Le fait à chaque fois, lorsque les gens... Je ne vois pas le rapport de ce... Attendez, oui. Vous savez, voilà, si vous ne voyez pas je ne vois pas le rapport. Oui, mais vous avez mis le couteau dans la plaie. Et je dis que la jeunesse, disons... et estudiantine, surtout de l'Algérie, elle est beaucoup proche de celle de la France, qui fait aujourd'hui les gilets jaunes et autres. Donc, au fait, moi, je vois que c'est, disons, il y a une contamination d'effets et autres. Voilà, donc ce n'est pas une manipulation. Et ce qu'on prête souvent à notre jeunesse togolaise et qui n'avance pas. Donc, il faut qu'on cesse ce discours. D'accord. On passe au Bénin. Là également, manifestation. Des milliers de personnes ont manifesté lundi à Cotonou à l'appel de principaux partis d'opposition béninoises pour dénoncer la politique du président Talon accusé d'autoritarisme dans ce pays. Selon les organisateurs, Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE de Yahi Boni et l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon, près de 20 000 manifestants ont pris part à la marche dans la capitale économique du Bénin. Abrogation des lois scélérates et sauver la démocratie béninoise en danger, clamaient les pancartes brandies par la foule qui rassemblait des responsables politiques et syndicaux, des femmes, des étudiants et des commerçants qui scandaient des slogans hostiles au pouvoir. Credo Tété, c'est Talon qui s'est lui-même créé des problèmes. Non, je dirais que Talon se talonne lui-même parce qu'aujourd'hui, on nous a présenté Talon comme le Messie, l'idéal démocratique, mais aujourd'hui on se rend compte que, en fait, M. Talon dirige, ou bien donne l'impression de diriger le pays comme une de ses entreprises cotonnières, parce que c'est quelqu'un qui ne comprend absolument rien à la chose politique, et c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, parce que s'il est aujourd'hui sur le fauteuil présidentiel, donc ceux à qui il fait la guerre aujourd'hui, ce sont ces personnes qui se sont unies, qui pensaient que quelqu'un qui n'avait pas disons, des ramifications politiques pouvait faire cette transition démocratique-là qu'ils voudraient autre là. Mais ils ont vite déjanté pour se rendre à l'évidence qu'en fait, M. Talon est venu non seulement pour faire prospérer son landerneau commercial de business, mais qui veut tousser plus fort que Talon doit être admis dans un centre de tuberculose. Donc ça, c'est l'image que je donne, que je fais de la situation. Vous verrez que M. Talon, après avoir enfermé des hommes politiques, même le tout dernier, c'est le préfet Toboula. Ouais. Donc personne dont il est pourtant proche. Dont il est pourtant proche, mais qui a fait un excès de zèle. Mais Talon lui a dit, mais cet excès de zèle, ça peut être une contagion, ça peut te donner d'autres idées. Donc demain, c'est envers moi-même que tu vas le faire. Le fait même que depuis certaines heures, on a appris la convocation par cette brigade de façade, cette brigade qui est, disons, la force d'intervention rapide de M. Talon. Lorsqu'on convoque un certain homme politique comme André Mbedi, même le président de leur commission,
le président de leur commission électorale qu'on convoque dans une brigade et qui n'a même pas son essence politique, constitutionnelle pour l'entendre sur une fuite qu'il y a eu dans le truc là. Donc il faut dire que aujourd'hui, M. Talon n'est que le reflet de ce chef d'entreprise qui ne pense qu'à lui et qui ne pense pas à ses employés. Donc M. Talon ne pense pas au peuple au peuple béninois et autres là, parce qu'il est venu enterrer la démocratie que nous envions et du côté du Bénin. Et aujourd'hui, il sait que coûte que coûte, il partira, mais avant que lui, il ne parte, donc il va falloir qu'il mette le désordre dans le pays. Alors, Basile, tout cela est parti de l'écartement de l'opposition des législatives. C'est quand même, curieux que dans le Bénin d'aujourd'hui, on ira aux élections législatives le 28 avril et il n'y aura aucun parti d'opposition. Il y aura 2 blocs qui soutiennent le président de la République. Sam, je souris parce que moi, je m'attendais à une situation comme ça au Bénin. Et les Béninois n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que quand vous êtes sur un terrain politique, sachez que c'est de la politique qu'on est en train de faire. Oui. Et lorsque vous voyez tout ce qui brille comme de l'or, et que vous vous accrochez parce que ça brille, et que vous vous rendez compte en fait que non, c'est de la pacotille qu'on vous a montré, eh bien, vous reculez et vous vous dites, Mais c'est ce qui arrive aux Béninois aujourd'hui. Talon, richissime, là de l'argent. C'est ce qu'ils ont fait avec Boni. Oui. Boni n'avait pas créé de parti politique, mais Boni faisant des actions parce qu'il était à la BOAD. Et donc, les Béninois, c'est ça qui les attire. Et ils ont glissé sur le terrain de la politique pour aller vers le terrain de l'économie. Alors que il faut savoir où on va et ce qu'on veut. C'est vrai que sur le terrain politique, on a besoin de l'économie. Mais il faut savoir qu'en politique, il faut confier la politique aux politiciens. Talon n'est pas un politicien. Talon est venu sur un terrain politique où il ne s'y connaît pas, comme Credo était en train de dire. Mais il est longtemps resté dans l'ombre. Resté dans quelle ombre? Tout ce qu'on a dit. Écoutez, depuis le temps de Kérékou, Talon était dans les. Avec toute son histoire là, lorsqu'il était avec Yahi, tout ce qu'on a raconté sur lui et toutes les histoires d'empoisonnement, de ci et de ça, jusqu'à ce que, pour je ne sais pas, réagir contre le fait qu'on le soupçonne de ceci, il a tout fait pour prendre le pouvoir. Il s'est installé. Et les premiers à écarter, c'était, comme on le disait, ceux qui l'ont amené au pouvoir. Talon ne fait pas de la politique. Talon fait du business. Du business politique sur le terrain. Et donc, la démocratie aura des problèmes au Bénin. Cette démocratie qu'on enviait, effectivement. Le Bénin était en une avance très remarquable et tout le monde enviait. Mais cette démocratie est en train de descendre. Qu'on organise des élections législatives et que l'opposition ne participe pas et qu'on soit content, mais on suivait le regard. Et donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. L'homme est venu pour déraciner tout ce qu'on a enfoncé comme démocratie au Bénin et livrer le Bénin à une situation pourrie où les gens se diront nous avons... Et voilà. Les Béninois, je le redis, n'auront que leurs yeux pour pleurer pour avoir choisi l'argent à la tête d'un pays où il faut que des idéologies politiques gouvernent un pays et que l'argent vienne d'ailleurs pour renforcer. On a mis l'argent en tête et voilà ce que l'argent a fait. Mais il doit être responsable. Francisco, est-ce que d'un autre côté, l'opposition elle-même n'a pas été un peu naïve sur le coup? Parce que moi, je ne vois pas cette opposition qui, depuis que Talon a commencé par mettre en place ce nouveau code électoral et tout cela, ne s'est pas organisée pour s'opposer à la manœuvre et s'est laissé surprendre. Oui, en fait, les élections sans l'opposition sont devenues peut-être la nouvelle trouvaille de nos pays, de nos petits dictateurs. Et Agbo le disait, ce n'est pas seulement au Bénin. À côté ici, nous avons applaudi le RPT UNIR qui a organisé ces élections législatives avec, c'est-à-dire en mettant l'opposition dehors. Ici, c'était pas question de papier. C'était pas de loi. On avait des partis d'opposition. C'était pas de loi, mais il y avait des stratégies destinées à pousser l'opposition out. On n'a pas besoin forcément que ça soit la loi ici. Et les députés béninois, ils avaient brillé au départ. Finalement, je ne sais pas ce qu'il y a au départ. C'est-à-dire quand ils étaient élus et puis Talon avait essayé de modifier certaines lois. Mais ils se sont levés comme un seul homme. Je n'ai pas compris
comment et rapidement ils ont pu voter des lois et sans voir que ces lois vont leur être imposées. Je pense que chacun peut-être dans ses assemblées, parce que les Béninois, beaucoup pensent qu'ils sont riches, et donc ils ont mis beaucoup l'accent sur le pouvoir de l'argent, et ils ont oublié qu'à la dernière minute, il peut y avoir qui va manquer, et que comment l'appelle-t-on, les impôts, le fisc, qui ne peut pas signer tel document il suffit d'un coup de fil. On dit, vous avez déposé le dossier, on ne le retrouve pas. Vous allez faire quoi? Vous pouvez prendre n'importe quel avocat au monde, on ne le retrouve pas. Mais ce qui est dommage, c'est que Talon, moi je ne vais pas le comparer à un tuberculeux. Peut-être, je me dis que c'est peut-être l'idiot qui se tire la balle, c'est-à-dire une balle dans le pied. Parce que c'est extrêmement grave ce qu'il est en train de faire. Nous avons vanté cette démocratie béninoise ici, et surtout lorsque le pape Benoît, et quand Yahi Boni avait eu l'ambition de modifier la Constitution, et puis tout était pratiquement bloqué, le pape Benoît était venu, n'est-ce pas, au Bénin, et ensemble avec les anciens présidents, il y avait Kérékou, père son âme, et il y avait Nicéphore Soglo, Hubert Maga. Voilà, tous étaient là au cours d'une réunion, et nous tous, on s'est dit non, que la démocratie béninoise est partie pour de bon. Et voilà ce que vraiment ce Talon est en train de faire. Mais je pense qu'au Bénin, il ne pourra pas facilement réussir. Ce n'est pas gagné d'avance. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui même, ce mercredi, la Cour constitutionnelle a confirmé que l'exclusion de tous les partis des législatives n'était pas anticonstitutionnelle. Non, mais je dis, maître, je crois que c'est Djokbenou, qui fut ministre, l'avocat personnel de Talon, qui fut ministre de la Justice, mais qui a été propulsé pour jouer un rôle, parce qu'il avait une lettre de mission, un cahier de charge, et c'est lui qui pouvait jouer le rôle de monsieur Talon. Donc, s'il dit aujourd'hui, s'il rend des arrêts, donc il faut dire que ces arrêts même si on dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent, autres là, mais les politiques trouveront toujours à redire. Parce que l'exclusion de la classe politique des justes législatives n'est pas une bonne chose, ce que le Togo n'a pas fait. Donc, par comparaison, parce qu'au Togo, on a vu des partis politiques légalement constitués qui sont partis aux élections. Il y a d'autres qui pensaient pas prendre le pouvoir par la rue au Togo, qui ont refusé, qui ont voulu faire la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, ils sont non seulement au chômage, mais ils sont au regret amer. Donc, c'est dire que ce que Talon est en train de faire du Bénin devrait attrister non seulement le peuple béninois, mais attrister la sous-région ouest-africaine, notre région même, parce que le Bénin était un exemple en termes de démocratie. Et la cession au pouvoir même de M. Talon a été saluée en ce sens-là. Il nous en souvient, tous les déboires que M. Talon avait eu dans son pays, jusqu'à ce qu'il ait passé des mois ici, dans notre pays, le Togo. On a vu, maladroitement, une certaine opposition togolaise aussi, qui avait tellement cru en la force divine de M. Talon, qui se confiait à Talon. Donc aujourd'hui, il voit que, en fait, Talon était beaucoup plus idiot, en train de griffe pour emprunter le terme de mon cher ami Francisco. Mais Talon, non seulement talonne les politiques, mais Talon est aujourd'hui une contagion politique assez désastreuse pour le peuple béninois. Mais Basile, est-ce que les Béninois pourront trouver la parade? Oui, je compte sur le génie béninois. Vous savez, ça ne dure jamais. Et lorsqu'au Bénin, on constate certains dérapages, au dernier moment, les Béninois réagissent et puis donnent le carton rouge. Je suis sûr que les Béninois vont s'en sortir. Là, je suis persuadé. Je connais la mentalité béninoise, et pour avoir fréquenté beaucoup de personnes là-bas et pour avoir suivi de près l'évolution de la démocratie dans ce pays. Mais je crois qu'ils ne vont pas se laisser
aller comme ça, quelles que soient les forces que Talon détient aujourd'hui avec ses amis politiques qui l'aident à façonner les choses. Je crois que les Béninois ne vont pas se laisser sur ce terrain-là. Ils réagiront à temps et la démocratie va reprendre sa place, je suis persuadé. Mais il a mis beaucoup de choses en veilleuse. Avant, au Bénin, dans les universités, les doyens, les présidents étaient élus. Mais tout dernièrement, il a remis ça. Il les nomme. Oui, il les nomme. Et je vois même la déception de peut-être le professeur Victor Topanou, et qui même dit que, je crois que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne dit pas que les candidatures sont rejetées. On peut encore... sinon, d'accord. Non, mais si vous voulez, je dois rendre l'antenne. Non, mais c'est pour dire que monsieur le professeur Topanou là, lui-même est une calamité dans la réflexion. On pourra revenir là-dessus. Je dois rendre l'antenne. Il y a le journal qui se prépare. On revient tout de suite après.